Moi, si je milite sur quelque chose, je milite sur l'éducation au et par le jeu vidéo. Je pense qu'on peut l'utiliser en classe, qu'on doit l'utiliser en classe, qu'il faut l'utiliser en classe, qu'on peut faire plein de choses avec, et que ça peut être génial pour peu que les enseignants s'en emparent. Donc, je vais vous présenter en fait une recherche. Alors, je vais aller vite sur certaines choses, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour aujourd'hui. Mais je voudrais vous présenter donc, une recherche sur les jeux d'aventure-action. Donc, j'ai travaillé sur la PlayStation 3. J'ai pris le corpus des jeux dits d'aventure-action. Alors, la définition que j'ai prise, je ne me suis pas posé la question de définir moi-même des jeux d'aventure-action. J'ai pris les jeux que le site Gamecult classait aventure-action. Ce n'était pas mon propos de définir ce type de jeu. J'ai exclu de ce classement les jeux qui étaient disponibles uniquement par téléchargement. J'ai pris tous les jeux qui étaient dans les bacs au niveau international. Donc de 2007 à 2011, j'ai trouvé donc 68 jeux. Alors, 68 jeux, là je vous apportais déjà les jaquettes que je vais vous montrer très rapidement parce que les jaquettes, c'est quelque chose de très intéressant, la jaquette, parce que c'est quand même par là qu'on vend le jeu. Donc ça a une dimension d'abord informative, c'est destiné à présenter le produit, ça doit transmettre des informations sur l'œuvre, ça a une dimension publicitaire, ça doit donner envie d'acheter. Et donc ces images, je voudrais qu'on les regarde un tout petit peu du point de vue du genre et des représentations avant d'avoir des images qui bougent, d'abord des images qui ne bougent pas. Donc là, j'ai classé... Alors, attention, je n'ai pas été regarder le contenu de chaque jeu, qu'est-ce qui se passait exactement dans l'histoire, etc. Je suis dans un magasin, je rentre, je vois des images, comment je les perçois. Donc j'ai classé d'abord les images qui me semblaient a priori neutres. Là, j'ai 15 titres qui a priori sont neutres. Donc on voit, il y a les machines, il y a les animaux, il y a un extraterrestre dans les animaux au début, je ne sais pas trop le mettre, j'ai mis entre les deux. Et puis il y a des ambiances. Bon, attention, je dis, c'est pas genré, encore que si je vous demande... Pardon ? On n'a que les hommes, à part voilà. Ève. Si je vous demande, ça c'est un chien ou une chienne, bon. Ça c'est un dragon ou une dragonne. Ça c'est une main de quoi ? D'homme ou de femme ? Bon, donc c'est pas genré, mais enfin c'est quand même genré. C'est censé être neutre, mais c'est quand même... voilà, et puis ça pareil, vous verrez une hippopotame, avec des petits cils, c'était clair. Après j'ai récupéré les images mixtes. Donc ce que j'ai appelé les images mixtes, très pragmatiquement, c'est les images où il y a et des hommes et des femmes. Donc globalement, quand on compte, on voit qu'il y a déjà plus d'hommes que de femmes. Là, je ne fais jamais qu'enfoncer les portes ouvertes, tout le monde sait qu'il y a plus de représentation masculine dans les jeux vidéo que de représentation féminine. On en a une preuve de plus sur les jaquettes. Quand on regarde un petit peu en détail, on se rend compte que, en général, les hommes sont au premier plan. Alors après, quels hommes voilà, en voici un beau spécimen, là. Bon, vous avez, par exemple, il y en a, voilà, celui-là est pas mal non plus. Et puis les femmes sont à l'arrière-plan, généralement aussi. Alors, généralement, il y a évidemment des exceptions. Même dans un jeu qui est intéressant, parce que quand on regarde le contenu, ce jeu-là, en fait, cette femme dirige, en quelque sorte, l'homme qui est à côté. En gros, je fais vite le résumé de l'histoire. Mais sur la jaquette, elle apparaît comme étant derrière, on a l'impression que c'est lui qui la traîne, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Donc bon, c'est tout à fait intéressant. Je vous passe quelques images. On voit là une image de la femme de GTA, donc que je ne commenterai pas. Mais bon, il y en a plusieurs de ce type-là. Après, j'ai mis les images masculines. Alors, je vais déjà vous montrer des images masculines, ce que j'ai trouvé. Donc voici une première diapositive. Voici une deuxième diapositive et voici une troisième diapositive. Donc il y a du monde. Donc ça nous fait 39 titres sur 68. Quantitativement, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, en gros, sauf exception bien sûr, il y a toujours des petites exceptions qui confirment la règle, on a un principe de composition récurrent, on a un personnage de grande taille, toujours, qui est généralement situé à la croisée des diagonales, de manière à être bien en valeur, et qui souvent nous fait face, ou est de trois quarts un peu menaçant. En tout cas, quand on voit les hommes qui sont représentés, que je prenne celle-ci ou celle-là, il n'y a strictement aucun doute sur le statut héroïque de ces hommes. Surtout. Quand on regarde ce qu'on appelle la caractérisation sociale des personnages, très rapidement, on a des tenues qui, je dirais, suggèrent des professions. Alors le choix, il a l'air assez restreint. J'ai classé là aussi, pareil, à la perception, comment je reçois les choses. J'ai classé, en gros, je mets 3 piles, les aventuriers, les bandits et les combattants. Bon ben voilà, vous avez 3 possibilités, les mecs. La vie se résume à ça. Alors, si on prend... après, ces activités, elles ont un avantage. Elles justifient... elles induisent de l'action, bien sûr, et elles justifient le port d'une arme. C'est vrai que ça peut aider.
Si on regarde la caractérisation physique de ces personnages, on a des corps qui, globalement, sont plutôt musclés. Alors bon, je vous donnerai quelques exemples. Là, il y en a un beau. Attendez, j'en ai passé un là. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, bon, Hulk, évidemment, hein, mais j'avais vu passer Centro, voilà, qui est pas mal non plus. Hein, bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà un petit exemple. On a des tenues aussi qui mettent particulièrement en valeur les corps. Alors, j'aime beaucoup l'épaule de celui-ci. J'ai un faible pour les muscles, les triceps, je crois que c'est triceps, ou les biceps, je ne sais plus, de celui-ci. Enfin, donc, on a des corps musclés, là. Il est pas mal, lui non plus. Hein. Voilà. Bon, on a ça. On a aussi des armes qui sont généralement, elles sont nombreuses d'abord, elles sont généralement surdimensionnées. Je ne sais pas si vous avez vu là les sortes d'épées qui se trimballent. Il y a aussi, lui il a une sorte de shuriken bizarre là, qui est pas mal non plus. Hein, donc on a des armes, n'est-ce pas, impressionnantes pour ces personnages. Et si on regarde la caractérisation entre guillemets psychologique, on a donc des personnages qui sont présentés en action. Pour la plupart, ils sont dans des attitudes assez martiales. Hein. En tout cas, ils sont toujours prêts au combat, souvent en garde même. Hein. En même temps, l'adversaire n'est jamais au bout de l'épée. Au bout de l'épée, en face de la jaquette, c'est la personne qui regarde la jaquette. Hein. C'est vous, donc, ou moi, ou enfin nous quoi. Et puis il y a aussi le fait qu'ils ont des visages très intéressants. Ils ont des visages, alors ça c'est pas tellement différent des autres représentations médiatiques. Un mec, on le reconnaît sur une image au fait qu'il tire la gueule et qu'il a l'air agressif et qu'il sourit jamais. Hein, c'est à ça qu'on les reconnaît dans la rue d'ailleurs. Un mec, c'est comme ça qu'on l'identifie. Regardez dans Alone in the Dark. Regardez les gueules qui tirent. Il n'y en a pas un qui a un demi-sourire. Hein, c'est bon. Les visages sont durs, les visages sont agressifs. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça, c'est évidemment des éléments qui vont connoter sans ambiguïté la virilité, enfin en tout cas un certain type de virilité, comme on disait tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous montrer les images féminines. Déjà, avant de vous les montrer, je précise que j'ai trouvé 3 titres sur 68 qui proposent aux joueurs d'incarner une héroïne. Alors je vous montre. Là, j'ai presque envie de pas commenter parce que ça se passe de commentaires. Hein. C'est bon, les héroïnes, c'est quand même assez fabuleuse. Hein. Alors à gauche, je vous présente Ayumi. Hein, bon, j'ai fait venir le jeu parce que quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit il faut quand même que je l'essaye. Il est extrêmement mauvais, mais la jaquette est quand même très. Il est plein de bugs en plus. Enfin, bon, bref. Mais bon. Mais regardez l'armure. Enfin, ça vaut les images de Marie tout à l'heure. Hein, l'armure entre guillemets. Plus une femme a une armure, plus l'armure est ajourée. Hein, string, chaussures à talons compensés, seins aguichants, fesses rebondies. Enfin, on a en plus elle est blonde. Bon, dans X-Blade en plus, bon le X chez nous il sonne d'une façon particulière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, donc on a une femme qui finalement fait la même chose que ce que faisaient ces messieurs juste avant. Sauf qu'à partir du moment où c'est une femme qui a une attitude martiale, ou c'est une femme qui a des accessoires masculins appliqués au féminin, eh bien là, ça devient non seulement ridicule, mais on accède à des connotations érotiques. Alors, vous avez un excellent bouquin qui est plus très connu, qui était de Marianne Vex, qui s'appelait Langage féminin et masculin du corps, reflet de l'ordre patriarcal. Et elle s'était amusée à faire des photos de mecs dans la rue, dans le métro, dans le bus, en train de marcher. Et elle montrait comment en fait les sociétés apprenaient aux hommes à prendre de la place avec leur corps. Alors une femme dans le bus, c'est tout étriqué, ça serre les jambes, ça croise ça prend pas de place. Un mec, ça s'étale. Et parce que bon bah sans doute que voilà, un mec a besoin de s'étaler, une femme n'est pas à l'aise quand elle s'étale, contrairement à ce qu'on peut. Exposé actuellement, excuse-moi, ouais, je t'en prie. Exposé actuellement à la galerie de Noisy-le-Grand. Ah, faut y aller parce que c'est fabuleux. Au début, moi, j'étais pas convaincue en ouvrant le bouquin, mais alors en le fermant, maintenant, je regarde plus le monde de la même façon. C'est très intéressant. Et ces photos elle fait des séries dans le métro, c'est passionnant. Bref, à droite, vous avez Bayonetta. Alors Bayonetta, il y a des personnes qui en ont parlé, notamment Marion Coville en a beaucoup parlé. Donc elle est grande, elle est mince, elle a des jambes qui n'en finissent pas. Hein, les bas noirs Arisi. Bon, évidemment, vous savez que c'est sa chevelure qui la revêt entièrement, et quand les mouvements après sont suffisamment rapides, eh bien elle se dénude. En même temps, bon, elle est quand même très intéressante parce qu'elle est à mi-chemin entre l'institutrice et la dominatrice. Hein, surtout c'est un personnage sujet, enfin c'est super intéressant. Mais... Ouais, non, elle est très intéressante, Bayonetta. Mais bon, mais c'est de celle du milieu dont je vais vous parler parce que Bayonetta c'est déjà pris. Donc j'ai pris Nariko. Donc Nariko, je vous la montre d'un petit peu plus près. La voici.
Donc c'est Nariko, donc dans Heavenly Sword, ce jeu donc, qui est sorti en 2007 et qu'on va regarder un tout petit peu plus à fond. Alors c'est un jeu donc, qui a été publié par une société britannique qui s'appelle Ninja Theory, il a été édité par Sony, donc qui est une société japonaise, comme chacun sait, et qui se joue seul contre l'ordinateur avec un principe assez simple, hein, donc des combats qui vont s'enchaîner selon une trame dramatique. Donc pour passer dans le jeu, alors je dis ça pour les personnes qui ne l'auraient pas essayé, il y en a peut-être quand même, pour avancer dans le jeu et passer d'un niveau à l'autre, il faut vaincre les adversaires qui se présentent, si possible tous, et résoudre de petites énigmes, abaisser des leviers, déplacer des objets. On est dans un jeu, ce qu'on appelle à la troisième personne, ce qui veut dire qu'on voit à l'écran le personnage qu'on incarne. Alors la jaquette est intéressante d'abord au niveau textuel. Déjà le titre, Heavenly Sword, l'épée paradisiaque. Bon. C'est porteur de connotations religieuses, hein, guerrières aussi, érotiques évidemment. Hein. Bon, ces connotations, elles sont évidemment véhiculées par l'image. Hein. Bon, à nouveau, femmes jeunes, minces, dénudées, hein, parce que les femmes dans les jeux vidéo sont toujours jeunes. Hein. Vous verrez quasi jamais de femmes. Les mecs, par contre, ont le droit de vieillir, mais certains seulement, les Japonais principalement, les Asiatiques. Bon. Donc revenons à Nariko. Elle a une tenue donc d'inspiration, disons, plus ou moins japonaise. Elle a une sorte de ceinture de chasteté en métal ouvragé, là, qui est pas mal. Longue chevelure, rousse, très cambrée, fesses à l'air, sein en arrière, cuisse agressive, sein en arrière, non pardon, sein plutôt en avant. Cul en arrière, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure. Donc tous les trois faisaient la pause, hein, d'ailleurs. Voilà. Oui, absolument. Elles avaient toutes les trois cette fameuse pause. Donc Nariko, elle est présentée en action. Hein, elle est déterminée, regard droit. Sourcils froncés, donc vous voyez qu'elle adopte là un code qu'on a vu sur les images masculines précédemment. Elle est menaçante et elle pointe en direction de la personne qui tient la jaquette sa très tranchante et gigantesque épée vers nous. Bon. Et autour d'elle, le feu et la guerre. Donc en résumé, une guerrière, une sorcière. N'oublions pas qu'elle est rousse, hein, couleur classique des sorcières. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit extrait où il y a... Alors, c'est le début du jeu, donc la scène cinématique du début. Donc, vous allez apprécier en particulier non seulement l'image, mais également le texte. Vous écouterez très attentivement la bande-son, vous regarderez les positions, et vous verrez qu'au début, au milieu, il y a un petit bout de jeu. Donc, je vous le laisse, il est un peu long, il dure 3 minutes 25, mais ça vaut le coup parce qu'il y a toute une histoire qui vaut vraiment le coup d'être racontée. I should not have been. It was written that 23 years ago, in the year of the fire horse, a deity would be reborn in the body of a mortal man. A savior, destined to unite our people and show us the way to the promised land. Instead, I was born from my mother's dying body, and my people wept. They said I was a portent of doom. Maybe they were right. My clan believed this sword was forged in heaven for a deity. No mortal may wield it in battle without its power draining their life. The clan's duty is to protect the sacred weapon. Even in our darkest moments, the sword was never to be used. But I wielded the heavenly sword, savoured the grace and fury in my blows, never once forgetting what I was offering for such power. Days ago, I made my fatal choice. The pact is at an end.
Now I must pay the price. I had never been one for prayer. The gods seldom listen. There was a time when I would have welcomed death, but now I would walk through hell for a chance to change this. No! No, wait! Donc déjà, première chose, on a, je crois c'est évident, affaire à une femme objet. Vous avez entendu l'histoire. L'histoire personnelle, elle est quand même très lourde. C'est un personnage qui est coupable d'être né, responsable de la mort de sa mère, coupable d'être né femme et responsable du désespoir de son père et de son peuple. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. C'est une lourde hérédité. Donc, première apparition, vous avez vu dans la cinématique, elle est de face, elle est jambes écartées. Je ne sais pas si vous avez vu quand la caméra descend en plongée sur elle, elle est de face et jambes écartées. Et elle est quasi nue au milieu de centaines d'hommes habillés. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que personne ne remarque ça. Moi-même, j'ai joué au jeu, et puis après, je me suis dit, mais elle est quasi à poil et ils sont tous habillés couverts comme des pots de miel. Il doit faire froid dans le coin. Mais elle n'a pas froid, il faut dire qu'elle s'agite. Mais c'est quand même assez fabuleux ça. Elle a aussi un sabre, je ne sais pas si vous avez remarqué la disproportion entre le sabre qu'elle tient et sa taille. Bon, je ne ferai pas le psychanalyse sauvage, mais bon, elle ne le tient pas n'importe comment quand même. Dans le jeu, vous avez remarqué qu'elle est de dos, elle est jambes écartées, et puis ensuite elle est en proie à une agitation frénétique. Bon. L'interprétation de tout ça. On a affaire à une femme qui a été conçue visiblement pour le plaisir des yeux. C'est ce que disait tout à l'heure. Des yeux. Alors c'est vrai, on y vient. Elle est dotée d'une plastique extrêmement avantageuse. Elle a une gestuelle extrêmement riche. Et alors ce qui est intéressant, c'est que bon, dans ce type de jeu, le personnage joueur est toujours à l'écran. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle les programmeurs, qui généralement quand même sont des hommes, conçoivent un certain type aussi de personnage féminin. Les créateurs de Lara Croft le disaient très simplement. Ils disaient l'idée était de proposer, je les cite, aux joueurs de passer des heures devant un personnage agréable à regarder. Un joli cul. Voilà, il y avait aussi cette version, mais il y a eu plusieurs versions de l'interview. J'ai pris la version soft. On a aussi une femme qui est conçue, en plus du plaisir des yeux, pour le plaisir tout court. Parce que dans la suite de l'interview, ils expliquaient qu'au plaisir de contempler l'héroïne devait s'ajouter celui de vivre avec elle des moments intenses. Et là, sur ce point, les jeux vont plus loin que les films, parce qu'on est au-delà, en fait, du simple spectacle. Le joueur ordonne et le personnage obéit. L'emprise est donc physique, voire morale. Et le joueur, littéralement, est invité par l'intermédiaire du joystick à manipuler un personnage, et ici, il se trouve que c'est une femme. Une femme qui est capable, sur simple demande, de satisfaire tous ses caprices. Alors vous me direz, oui, les personnages masculins aussi. Oui, mais il ne se passe pas la même chose au niveau de la gestuelle et au niveau de ce qu'on peut voir à l'image. Donc là, c'est évident qu'on a affaire à une femme-objet dans toute sa splendeur. Après, c'est pas si simple, parce qu'on a aussi une femme qui est sujet. C'est une héroïne, déjà. Le cas est suffisamment rare pour être souligné. On apprend qu'elle est la réincarnation d'une divinité. Bon, c'est pas mal, rien que ça quand même, plaignons-nous. Ensuite, c'est quand même une femme forte. Lors des phases de jeu, vous avez remarqué qu'on la voit d'assez loin. Elle est en plan demi-ensemble, en plan moyen. On est souvent derrière elle et en fait, on voit assez peu de choses impudiques parce qu'on est trop loin et c'est pas les cinématiques sont beaucoup plus dérangeantes que le jeu lui-même. Donc, elle est en plus dans ce jeu, elle est seule au milieu d'une multitude d'hommes. Elle tient tête à tous ces hommes. Je vous rappelle qu'elle est quand même seule. Alors, il y a un autre personnage féminin qui intervient, mais beaucoup plus tard. Enfin, plus tard, dans le deuxième chapitre. Peu importe le nombre d'adversaires, c'est elle qui se bat, et il se bat contre tous. Elle est donc la plus forte physiquement et psychologiquement. Elle est courageuse, elle est volontaire, elle est dotée quand même de qualités athlétiques qui ne sont pas mauvaises. Vous avez vu qu'elle est puissante, vous avez vu qu'elle est agile, vous avez vu qu'elle est rapide. Elle pratique également un métier d'homme, de façon ultra violente. J'ai fait exprès, dans la petite partie où il y a une phase de jeu, c'est moi qui joue, j'ai fait exprès de mettre un mouvement où elle atterrit de façon assez violente, assez brutale sur le sexe de son adversaire. Bon, on a affaire à une surfemme aussi. Donc ça n'est pas qu'une femme objet, c'est aussi une femme sujet. Et c'est également, j'achève là-dessus, une femme phallique. Parce que, bon, vous avez vu qu'elle était donc armée d'un sabre gigantesque, qu'elle tient de façon donc très suggestive, et l'histoire telle qu'elle est contée dans l'extrait que je vous ai projeté, c'est l'histoire de la conquête du phallus, j'entends par là le sexe couplé au pouvoir,
par une femme, et des conséquences dramatiques que ça entraîne, pour elle et pour les autres. Et la première conséquence, c'est sa mort. Mais quelle mort? Vous avez vu, vous avez plutôt entendu sa mort. Hein, d'abord, c'est une mort provisoire un peu particulière, parce qu'elle va renaître juste après pour qu'on puisse quand même jouer. Et quand on écoute la bande-son, vous avez tous souri, je vous ai entendu sourire, aux cris qu'elle pousse. Hein, les cris sont quand même extrêmement troublants. Hein. On est plus près de ce que Freud appelait la petite mort, hein, donc la jouissance, que la mort tout court. Hein. D'ailleurs, bon, elle n'est pas la seule. Hein. J'ai une anecdote qui est arrivée dans l'endroit où je travaille, où un collègue n'osait pas entrer dans un bureau parce qu'il entendait des bruits un peu, disons. Voilà. Et en fait, le collègue à l'intérieur jouait Lara Croft, mais Lara Croft est en train de pousser des rochers. Vous vous souvenez quand elle pousse des rochers? Hein, vous la réécouterez maintenant. Hein. Les sons, ils sont troublants. Quoi, les jeux vidéo ont une conception très bizarre de la souffrance féminine. Il y a un Tumblr qui regroupe les sons que font les femmes. Pardon. Je dis, il existe un Tumblr qui regroupe les sons que font les femmes dans les vidéos quand elles ont mal. C'est extraordinairement instructif. Il faudra mettre le lien. Oui. Oui, donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un personnage qui est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Il est tout à la fois sujet et objet, il est offert au mépris et à l'admiration, il fonctionne sur un principe d'attraction-répulsion, il est assez fascinant en fait sur ce plan. Et je terminerai sur un point sur la question des joueurs et des joueuses. Le paramètre qu'il ne faut pas oublier. Parce que derrière le personnage de Nariko, il peut y avoir une fille, il peut y avoir un garçon, même s'il y a souvent un garçon, il peut y avoir aussi évidemment une fille. Et le personnage vrai, en fait, du jeu, eh ben, c'est un couple, en réalité. Hein. C'est le couple constitué du joueur et qui investit le personnage et du personnage virtuel qui est proposé par le jeu. Or, Nariko, c'est un personnage très complexe. Et en réalité, il est doublement genré et doublement stéréotypé. Il est, sur le mode féminin, en fait, il est stéréotypé du point de vue de la caractérisation physique, et il est également stéréotypé sur le mode masculin du point de vue de la caractérisation sociale et psychologique. Donc, on se retrouve avec une alliance que je trouve assez effrayante dans un même individu, d'une caricature de fille et d'une caricature de garçon. Ça fait beaucoup, hein, pour une seule personne. En même temps, l'ambivalence n'est pas inintéressante parce qu'elle est assumée, le jeu propose ce personnage et l'assume, et elle est destinée à se laisser investir. Entrez dans ce personnage et voyez ce que vous y ressentez. Elle est destinée à se laisser investir et par des filles et par des garçons, au choix. Hein, donc c'est quelque chose, ça, à mon avis, qu'on peut exploiter, alors dans ce jeu et dans plein d'autres jeux, pédagogiquement en fait, hein, puisque donc, je travaille avec des jeunes et des moins jeunes profs. Hein, l'idée, c'est d'amener à l'identification des stéréotypes de genre et au refus des stéréotypes de genre. Alors c'est sûr qu'il ne va rien se passer si on projette le jeu et qu'on les fait jouer, et voilà. Par contre, si on projette le jeu et qu'on fait poser à celui-là ou un autre, qu'on fait poser, qu'on pose la question, et qu'as-tu pensé, toi, fille, de ce personnage dans lequel tu étais et qui était une bimbo, ou au contraire un gros plein de soupe, ou un vieil asiatique décharné, parce qu'il y en a aussi, hein, ou un monstre aussi. Donc quand on pose la question aux gens de qu'as-tu ressenti dans ce personnage, là, il commence à se passer des choses. En plus, on peut inverser. Au début, on rentre dans le stéréotype et on s'en amuse. Mais comme on veut gagner, comme on veut jouer, on continue. Donc on dépasse un petit peu le stéréotype. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut emmener les gens. Mais ça ne se fait pas naturellement. Donc il faut aider, il faut accompagner, il faut faire débattre. Hein, l'idée, c'est aussi d'utiliser les jeux vidéo pour aller vers l'acceptation des individus par-delà leur appartenance à un genre ou à l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.